Je suis tombée dans les pommes. Carrément, je suis tombée dans les pommes. Imaginez à ce moment-là, il fallait me transférer d'urgence. Il fallait me transférer d'urgence dans un hôpital pour pouvoir effectuer une césarienne parce que je m'étais, je sais pas si je m'étais évanouie. J'étais carrément évanouie par l'accouchement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle story time de Raïssa. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que cette chaîne, il est question de vous partager ma réalité en tant que mère et épouse. Ceci dans le but de vous inspirer et de vous faire part des erreurs que j'ai pu commettre et des accomplissements pour que vous puissiez avoir une longueur d'avance, mais également pour que toi, chère sœur, et moi, nous puissions devenir ou nous puissions nous améliorer au point de devenir la mère, la sœur et l'épouse que le Seigneur Jésus nous appelle à être. Alors, n'hésite pas de t'abonner et de liker. Moi, c'est Raïssa, je suis âgée d'une trentaine, mère de 4 enfants. Je vis à Douala au Cameroun. La préparation de baby number one. Donc, pour préparer baby number one, si je peux le dire ainsi, Adam et moi, nous sommes allés dans un hôpital pour les examens. Voilà. Nous avons fait tous les examens. Tout était bien. L'électrophorèse, le groupe sanguin, et certains examens gynécologiques, bien sûr. Et des examens également pour, des examens pour des dépistages, voilà, des dépistages de certaines maladies. Donc, je vais vous mettre là la liste des examens qu'on préconise de faire avant d'entamer le processus de création de l'humain. Je vais vous mettre cette liste là, c'est très important. Du coup, après l'hôpital, bah, j'ai un peu de travail, hein. Donc, on s'est lancé au travail, voilà. Et bébé est arrivé. Donc, quand bébé arrive avant mon mariage. Vraiment, avant la célébration de mon mariage, j'étais déjà enceinte. C'était je veux pas dire une surprise. Donc, c'était surprise. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'était pas surprise. Mais c'était une grande joie. C'est une grande joie. Franchement, c'est une grande joie. Je pense que c'était il y a tellement comblé avant l'événement du mariage que c'était déjà tellement comblé. Du coup, la cérémonie s'est faite comme vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller suivre les autres vidéos pour vraiment comprendre de quoi je parle par rapport à ma cérémonie de mariage. Donc, la grossesse, les 3 premiers mois qui sont passés, c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Je suis passée d'environ, j'étais très menée. J'étais d'environ 55 kilos à moins de 50 kilos. Vous vous rendez compte? J'avais maigré, je vomissais. Chaque fois que je mangeais, je vomissais. Comment j'ai passé la première, les 3 premiers mois étaient maladie, c'est-à-dire une maladie gastrique. Je m'alimentais vraiment très mal, pas parce que je voulais, mais parce que lorsque je mangeais, ça ressortait et c'était vraiment très désagréable pour ma santé. J'étais habituée la plupart du temps. À ce moment-là, j'avais d'abord mis une pause sur sur le travail. Voilà, je ne travaillais pas à ce moment-là. J'avais mis une pause parce que ma santé ne me permettait pas. Du coup, lorsque je suis arrivée à 5 mois de grossesse, je pense que c'est à 5 mois de grossesse que j'ai eu un peu de réussite, que j'ai eu vraiment de réussite. Mais déjà, faut noter que je respectais mes visites médicales. Je respectais mes visites médicales. J'avais des visites médicales à partir de, entre le moment où j'ai fait le test. Quand j'ai fait le test de grossesse, je suis d'abord allée continuer le test chez un gynécologue. Non, pas chez un gynécologue. J'avais fait la prise sanguine. C'est un gynécologue, de toute façon. J'avais fait la prise de sang pour continuer le test. Et ensuite, on m'a donné un carnet et je vais rencontrer le gynécologue pour que ça soit. Donc, du coup, quand j'ai rencontré le gynécologue,
il m'a ausculté et j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser seulement, chère sœur, posons les questions aux spécialistes. Posez toutes vos questions aux spécialistes. Aucune question n'est moins bonne qu'une autre. Vraiment, toutes les questions que votre fille élève sont nécessaires pour vous. Même s'il n'y a pas de réponse sur le coup d'en parler, au moins avec quelqu'un, avec quelqu'un, avec un spécialiste qui vous permet de savoir à quoi vous en tenir. Donc, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser et du coup, il m'a donné rendez-vous, je crois, dans 3 mois. Chaque fois que je te fais une solution, mes expériences avec les gynécologues, parce que j'en ai rencontré des gynécologues, pas trop grossesse, non, c'est pas une grossesse. J'en ai rencontré des gynécologues. Si vous avez besoin d'une vidéo comme ça, laissez en commentaire et surtout likez et abonnez-vous, ça me fait plaisir. Du coup, après 3 mois, je suis repartie au rendez-vous. La grossesse évoluait très bien, malgré mes nausées et comme je dis, je ne me sentais pas bien. La grossesse évoluait super bien. Bref, on était sur une grossesse monofœtale qui évoluait bien. Après, je crois que à 6 mois, je suis repartie à l'hôpital pour faire l'écho. Et puis, on a découvert le sexe de l'enfant. C'était une fille. Et j'étais tellement heureuse. J'étais tellement heureuse. J'étais sur un nuage et tout ça. Du coup, à partir de 7 mois et demi, on m'a dit qu'il fallait que je commence à me préparer, que je commence à faire la diète. Donc, on m'a dit qu'à 7 mois et demi, en tant que prénatal, ma valise de maternité devait être faite. Donc, je m'attelais à faire ma valise de maternité et à me préparer pour l'accouchement. Donc, un masque pas possible. Si je retrouve une photo, je vais vous mettre ça là, mais si je ne retrouve pas, franchement, désolée, j'avais un de ces masques qui était méconnaissable. C'était vraiment méconnaissable, je vous assure. Donc, il y a quoi à nous, hein? Il y a quoi à nous, les mamans? Il y a quoi à nous, les mamans? Du coup, à 7 mois et demi, j'étais déjà prête. Au niveau de ma valise de maternité, j'étais déjà prête. Et le médecin m'explique que, je ne connais m'explique qu'il y a des possibilités d'accoucher avant les 9 mois impartis pour une première grossesse. Donc, je comprends que ça peut commencer avant les 9 mois. Du coup, il n'y a pas de souci. On continue jusqu'à 8 mois. À 8 mois, bah, tout se passe bien. Mais déjà à 8 mois, je commence à ressentir des, des fausses contractions. Voilà, à 8 mois, je commence à ressentir des fausses contractions. C'est ce qu'on appelle ça des contractions de Braxton. Donc, apparemment, les fausses contractions, là, ça commence plutôt que les vraies contractions pour préparer ton corps à l'accouchement, pour dire à ton corps, bon, on va faire en répétition chaque soir à 21 heures. On va apprendre les techniques pour le jour de l'accouchement, tu peux s'en sortir, d'accord? Du coup, voilà, j'ai eu mes contractions de Braxton très tôt. À partir de 8 mois déjà, j'avais déjà les contractions de Braxton. Quand j'ai commencé ça fait pas mal. Les contractions de Braxton ne font pas mal. Mais c'est que tu sens ton corps bizarre, donc tu sens le ventre ici. Puis ça durcit, mais tu n'as pas mal. Comment ça durcit au niveau de ton ventre, le nombril qui dur, mais je n'avais aucune douleur. Du coup, j'ai signalé au médecin, il m'a expliqué, comme je vous l'explique également, il m'a expliqué, voilà, qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de montrer les contractions de traction, ce sont des petites contractions, mais si j'ai une douleur ou un saignement, je devais signaler très vite. Je pense à ma première grossesse, je n'ai pas vraiment pris les patients. Non, pas pris les patients. J'ai pas les patients. Pourquoi vous allez comprendre pourquoi j'ai ce souvenir de patients là dans ma tête à ce point. Allons-y. Après 8 mois, je crois que c'était déjà à 8 mois, 8 mois, 3 semaines. Du coup, j'ai des contractions différentes. Un soir, j'étais déjà avec ma compagnon, ma petite maman chérie qui devait me garder pendant ce moment-là. Elle était déjà près de moi, donc j'étais déjà quand même suffisée. Je me devais plus travailler. J'étais vraiment déjà bien suffisée. Et je lui dis donc, maman, là, ça tourne pas bien là. J'ai eu des contractions, je pensais à toutes ces contractions. Mais sauf que quand ça contractait, j'avais mal. J'avais pas mal de ouf, hein. J'avais pas mal de ouf. Et on était que, je suis également partie dans les réunions de préparation d'accouchement ou de grossesse qu'on fait dans certains hôpitaux ici à Douala au Cameroun, surtout les hôpitaux dits religieux, je peux dire ça comme ça, les hôpitaux catholiques.
c'est là que je me suivais. Donc, je suis allée, je participais à ces réunions-là. Et dans ces réunions-là, vraiment, ce qu'on t'explique et ce que tu ressens, excusez-moi de dire ça, mais c'est deux mondes différents. Franchement, tu sais pas quand la douleur est vraiment la douleur. À ce moment-là, je savais pas quand la douleur est vraiment la douleur et quand la douleur n'est pas la douleur. Du coup, moi, je savais que j'avais mal. Puisque j'avais mal. Je ressentais que j'avais mal. Donc, du coup, je lui ai dit que voilà, j'ai mal. Quand ça a commencé, c'était la nuit. C'était la nuit. Et elle m'a, elle a essayé de, de juger, quoi. Elle me demandait si ça fait mal, à quel seuil, par rapport à, bref, elle m'a posé quelques questions et on a découvert après que c'était pas, la douleur n'était pas encore vraiment la douleur, là. Donc, du coup, j'ai passé la nuit à la maison. Et on attendait le matin pour aller à l'hôpital. Du coup, le matin arrive et on va à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. On m'installe dans une chambre dans le bloc de la salle d'accouchement. Là, tu rencontres tes camarades qui sont comme toi. Tu rencontres tes camarades qui ont les mêmes problèmes que toi. Donc, il y a d'autres femmes enceintes, il y a des femmes qui accouchent ici, il y a des femmes qui sont en train de pleurer là-bas, il y a des femmes qui font le ventre ici, il y a des femmes qui sont en train de vomir aux toilettes. Bref, vous voyez un peu ce que c'est à ce moment-là. Donc, il faut noter que je suis partie dans un hôpital qui n'a pas de bloc. Donc, dans cet hôpital-là, il n'y avait pas de bloc. Franchement, c'était l'une des pires expériences de ma vie. Franchement, mon premier accouchement était l'une des pires, extrêmement pires expériences de ma vie. Bref, continuons. Du coup, les contractions commencent à se- comment je dis, à s'accélérer plus de senti. On me fait le toucher pour voir à quel niveau j'en suis. Et puis, on m'a expliqué que je suis à 3 doigts, une histoire que j'étais à 3 doigts. On attend que le travail continue. Du coup, on me dépose là. Ah, maman, ma voisine a accouche. Mon autre voisine, elle passe. Elle qui me pleurait face à la table. Après, elle me dit, ouais, maman, ah, c'est du courage, ça va aller, hein. Du coup, je suis là, en train de finir, maman, me disant que Seigneur, à quand mon tour? À quelle heure c'est moi? Donc, du coup, voilà. Mais, le sens, tu vois, que je fais le tour, quoi. Le tour sur la table de vente. Moi, je suis là, j'attends. La journée là passe. Je suis là, j'attends. Et puis le lendemain, on dit non, faut te lever, il faut marcher, faut les faut que le bébé descende parce que toute la journée d'hier, il n'a que dilaté un doigt. Et puis, donc, tu as 4 doigts. Maman. Quand on m'a dit ça, il était vraiment, je sais pas si c'est le câble ou c'est le synapse qui m'a été dépassé en me disant, mais comment, qu'est-ce qui arrive mon corps? Je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. Je sentais déjà que l'histoire, ce n'est pas normal. Franchement, c'était, moi, j'étais, Seigneur, ah, on continue, on continue la journée. Déjà, quand vous êtes il y a 2 jours en salle et que vous sentez que ça ne va pas, si vous êtes dans un hôpital qui n'a pas de bloc opératoire, changer d'hôpital, chez mes chers sœurs. Je sais que ce n'est pas facile financièrement souvent de pouvoir, mais aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible. Il y a plein d'hôpitaux de CMA, donc c'est-à-dire les hôpitaux communaux, les hôpitaux de communauté, voilà, les hôpitaux des communautés dans le CMA qui ont des blocs opératoires. Par exemple, il y a le CMA de Chapoma qui a récemment acquis une salle d'opération, une salle opératoire complète et qui effectue des opérations complètes comme des césariennes. Donc, du coup, ce jour-là, on a commencé la marche dans tout l'hôpital. J'ai marché, j'ai grimpé les escaliers, mais avec tellement de difficultés parce que j'avais déjà extrêmement mal. Et je suis revenue dans la salle. Dans le deuxième jour que ça arrive, vraiment, tout mon travail dans l'hôpital, c'est de marcher. Du coup, la dame a dit que j'étais déjà dans ça un peu avancé. Donc là, on était toujours dans les 4 doigts. On était toujours dans les 4 doigts. Du coup, je crois, non, c'est le lendemain, la nuit passe, je suis toujours dans les douleurs, mais je dis des douleurs.
Et quand tu as ce douleur, on te fait le toucher, mais ça fait encore mal. Vraiment, j'ai vécu une expérience horrible. Je vais pas prononcer le nom de l'hôpital dans lequel j'ai vécu cette expérience-là. Je sais pas si le problème c'était le personnel, je sais pas si le problème c'était moi, je sais pas si j'étais pas préparée. Vraiment, je ne sais pas. Mais l'expérience était une fois que la personne, tout ce que je peux vous recommander ici, c'est que lorsque vous faites déjà 24 heures dans un hôpital et que l'accouchement les signes de l'accouchement n'avancent pas comme il se doit, s'il vous plaît, allez changer d'hôpital, n'attendez pas la fin, n'attendez pas la dernière minute, allez donc changer d'hôpital, tant que vous êtes encore lucide, allez dans un hôpital qui soit prêt à toute éventualité pour vous donner le meilleur, voilà, pour vous sauver vous et votre bébé, pour vous donner les meilleurs soins dont vous aurez besoin en cas de difficulté, que ce soit de la mère ou de l'enfant. Donc, du coup, on arrive au troisième jour dans cet hôpital, troisième jour d'hospitalisation pour accoucher, voilà. Donc, vers 8 heures, on me fait le premier toucher bien évolué et que elle pense que c'est bon, ce sera bon aujourd'hui. Du coup, pendant qu'elle dit ça, je sais pas, je pense qu'on m'a injecté, on m'a mis une perfusion. Avant, on avait déjà mis une perfusion. Mais je crois qu'à ce moment-là, on m'a injecté. Je sais pas c'est quoi qu'ils injectent. Je vais trouver le nom. Je vais essayer de trouver le nom. Je vais mettre ça là. Ils injectent un produit pour accélérer les contractions. Dans le troisième jour, je crois qu'on met ce produit-là quand elles ont vu que, apparemment, l'école, c'était déjà quand même avancé. Je crois que c'était il y a peut-être un doigt ou 6 doigts. Donc, ça avançait au point où elle m'a dit qu'elle sentait déjà vraiment la tête du bébé. Et moi-même, je sentais, mon ventre était descendu. Vraiment, tout mon ventre était en bas, là. Du coup, euh, elle m'injecte ça. Et quelques minutes après, la poche d'eau se baisse. Donc, je perds les os. Franchement, la sensation de perdre les os, là, c'est bizarre. Pardon, les femmes, commentez là-bas comment vous avez perdu vos os. C'était trop bizarre. Ça me fait pas mal. C'est comme s'il y a un ballon, un pompé dans ton ventre. Et tu entends seulement. Et puis tu vois l'eau tiède, ça coule là. C'est vraiment bizarre. Je crois pas que je suis en train de parler de ça. Mais je me dis, je vais vous parler à cœur ouvert. Du coup, elle me dit de venir sur la table, de venir m'installer sur la table. Je m'installe sur la table d'accouchement et elle voit bien, elle me dit qu'elle perçoit la tête du bébé, elle me demande de pousser, de me mettre sur la gauche. J'essaie de me mettre sur la gauche, j'ai déjà tellement mal. Du coup, j'ai dans les pommes. Imaginez à ce moment-là, il fallait me transférer d'urgence. Il fallait me transférer d'urgence dans un hôpital pour pouvoir effectuer une césarienne parce que je m'étais, je sais pas si je m'étais évanouie. J'étais carrément évanouie pendant l'accouchement. J'étais évanouie pendant l'accouchement. Donc, après, quand je reviens à moi, je me trouve, je regarde autour de moi, je me dis, quand je change dans une voiture et qu'on est en train de circuler, avec ma famille, je vais entendre la voix de ma mère qui était dans les prières, je vais entendre la voix de ma petite maman qui était auprès de moi pendant ce moment-là, qui était, elle était vraiment en train de me préparer à lui, qui était en train de me rassurer, j'étais vraiment sous le choc. Et je me rappelle vraiment, béni soit ce conducteur, je sais pas où il est, je ne le connais pas, je sais plus où il est aujourd'hui. Mais je pense très très fort à ce conducteur dans mes prières quand j'ai eu l'occasion de penser à lui et je me dis, je répète toujours que le Seigneur bénisse ce monsieur parce que grâce à lui aussi, hein, aussi, vraiment, il a participé à ce que ma vie soit sauvée, ma vie et celle de mon bébé soit sauvée. Je suis là en train de dire, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est pas mon bébé, là, je dis, franchement, ça l'était, oh my goodness. Du coup, on arrive dans un hôpital, dans une clinique privée, et on effectue la césarienne franchement, en 45 minutes. En 45 minutes, j'avais mon bébé était déjà. Pas évidemment mon bébé dans les bras. Parce que la césarienne, c'est pas avoir ton bébé dans les bras, un peu de temps, quoi. Mais je vous promets que je vais faire une vidéo ici, là, de comment se déroule la césarienne.
de A à Z. Parce que il faut noter que je prends le temps de faire ce genre de vidéo parce que à ce moment-là, après cette expérience douloureuse, j'ai vraiment fait des recherches sur Internet, j'ai fait des recherches et j'ai constaté que les femmes ne parlent pas beaucoup de leur accouchement. Elles ne racontent pas véritablement euh, comment ça s'est passé, ce qu'elles ressentent. À croire que c'est quelque chose de tabou aujourd'hui de raconter véritablement l'accouchement. Pourtant, c'est quelque chose qui perdure dans l'univers. Et je dis, c'est pas un truc qui va disparaître demain. Donc, je pense qu'on gagnerait beaucoup à partager nos expériences, vraiment, chers frères, chères mères, à partager nos expériences pour préparer nos jeunes sœurs, pour leur expliquer que c'est pas une fatalité, que peu importe à quel point la douleur peut te prendre toujours là, si tu es bien entouré et que tu es dans un cadre sanitaire qui est fiable, tu n'as pas de crainte à avoir, tu n'as pas besoin de penser que tu vas mourir, tu n'as pas besoin de penser que ta vie est en danger. Même si tu sens cela, il y en a qui ont peut-être traversé pire que toi et ils sont vivants aujourd'hui. Donc, il faut toujours être dans un, dans un sentiment dans un sentiment comment je dis, avoir la foi que ça va aller, avoir la foi que ce moment va être derrière toi dans peu de temps, avoir la foi que après cet instant de douleur, ce sera un instant de résistance, ce sera un moment de résistance, avoir la foi que ce n'est juste un passage, avoir la foi que ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est horrible, que c'est douloureux. Parce que dans le secret, il y a des femmes qui disent, qui proclament sur leur vie, parfois encore très jeunes, avant de regretter plus tard, qu'elles n'auront jamais d'enfants. Mais dans le secret, elles ne disent pas que c'est parce que quand elles imaginent ou quand elles entendent les douleurs que d'autres vivent, elles se disent que je ne veux jamais pouvoir avoir affaire à cette douleur-là. Seulement ça, seulement cette idée la bloque. Pourtant, elle devait même enfanter les personnes qui vont venir nous ouvrir les écluses des cieux ici, là, vraiment. Parfois, c'est juste ça. C'est juste ça qui les bloque. Et pourtant, nous tous, pour moi aussi, j'ai eu peur de ça. Mais comme je vous dis, je faisais beaucoup de recherches et je suis quand même tombée sur quelques vidéos où des femmes témoignaient à cœur ouvert et cela m'a beaucoup comblé, même si je trouvais que après le temps de recherche, les résultats que je trouvais étaient très, très peu, étaient souvent même très courtes, des vidéos souvent très courtes, où on parlait du sujet de façon brève, tout en parlant et en élargissant vraiment, ce que vous dites pendant le sujet peut permettre de répondre aux questions que se posent certaines personnes. En tout cas, voilà comment s'est déroulée ma première césarienne et bébé et moi, nous étions bébé est venu au monde en bonne santé, malgré les vicissitudes qu'elle a dû subir, que nous avons dû subir. C'était extrêmement compliqué, mais c'est comme ça que bébé est venu au monde. C'était son chemin. C'était juste la fin du fait était merveilleux. Et déjà que l'accouchement ne s'arrête pas là, parce que puisque j'ai subi une opération, il y a également la partie post-opératoire, il y a les soins il y a le soin post-opératoire qui se fait. Mais je vous garde cela pour une vidéo où je vais vous raconter le déroulement d'une césarienne à Douala au Cameroun de A à Z, ce que j'ai vécu. Parce que durant les quatre accouchements sont passés par césarienne, mais c'était extrêmement différent. Que ce soit comment je me sentais, comment se déroulait la grossesse, comment se déroulait l'accouchement, quelles étaient mes attentes, quelles ont été les leçons que j'ai retenues dans le premier accouchement que j'ai essayé de mettre en exergue dans le deuxième et ainsi de suite. Premier, deuxième m'ont appris quoi que j'ai essayé de mettre dans le troisième. Et finalement, comment est-ce que j'ai réuni tout ça pour faire face au quatrième accouchement. Tout ça, je reviendrai dans d'autres vidéos prochainement pour vous en parler. D'ici à là, j'espère que ma vidéo vous aura édifié sur ce sujet. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker et à vous abonner. Prenez bien soin de vous, chers frères, chères mères, et à bientôt. Bisous.